Chers amis, bonjour. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. C'est dommage qu'il ne commence à faire beau qu'aujourd'hui. Mais enfin, je suis certain que vous allez tout de même profiter de ce beau soleil qui nous réchauffe le cœur depuis ce matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 19 h, c'est Carrefour bien sûr. Alors, nos invités, eh bien, il y aura le grand Jojo en fin d'émission qui viendra nous chanter sa nouvelle chanson que vous entendez partout, Viva Mexico. Et puis on parlera peut-être de football avec le grand Jojo. Et nous aurons également Michel Leclerc qui nous parlera de chanteurs, mais dans un tout autre genre, des grands chanteurs, des grandes cantatrices du début de ce siècle dans le Hainaut, à l'occasion de la sortie d'un livre et d'un disque. Mais nous en parlerons donc avec elle tout à l'heure. Nous aurons la roue de la fortune, nous aurons toutes les rubriques que vous connaissez bien, que vous appréciez, j'espère. Et nous allons tout de suite commencer avec ce jeu qui consiste pour l'instant, enfin vous devez retrouver un mot manquant dans une phrase que prononce Anna Prucknall. Alors écoutez-la bien. J'habite à la campagne. Oui. J'ai une énorme que j'ai achetée. Alors, de quoi s'agit-il? Nous allons voir si monsieur Roger Dubois de Dour a une idée, car c'est à lui que je téléphone maintenant. Une énorme 65, 38, 33. Voilà. Monsieur Roger Dubois de Dour. Exactement, qui nous a envoyé donc son billet du loto, validé pour le joker bien sûr et périmé. Je suis bien chez monsieur Dubois. Oui, bien sûr, et je vous regarde. Vous me regardez, c'est formidable, je vous en remercie. Et je vous pose tout de suite la question. Avez-vous une idée concernant ce mot manquant? Mais écoutez, j'hésite entre deux, soit une grange, soit une propriété. Alors, qu'est-ce que vous me dites de ces deux mots? Je vous dis une grange. Mais ce n'est pas une grange, monsieur. Et non, malheureusement, ce n'est pas une grange. Mais je vais vous offrir un cadeau, bien sûr, puisque vous nous regardiez. Vous connaissez Jean Amadou, bien sûr. Bien entendu. Alors, qu'en dites-vous? Je vous offre son bouquin « Heureux les convaincus ». Heureux les convaincus, d'accord. Voilà. Oui, parce que j'ai déjà un bouquin de Jean Amadou. Eh bien, vous aurez son dernier ouvrage, qui est paru il n'y a pas longtemps, donc chez Robert Laffont. Monsieur, merci de jouer avec nous. Peut-être à bientôt, peut-être à une autre fois. Nous augmentons les cagnottes. 1000 francs de plus dans la cagnotte Joker, la cagnotte avec les sous, qui passe à 93 000 francs. Et puis dans la cagnotte, l'autre cagnotte cadeau, excusez-moi, je me baisse, mais je suis là. C'est un jeu de société, le Multimo, nouveau jeu de mots croisés, de la stratégie intelligente et captivante. Voilà, ce Multimo, donc, avec les autres cadeaux de la cagnotte Carrefour. Et puis maintenant, c'est un rendez-vous que nous connaissons bien, celui de Rocambole. Bon maître. Je vous salue. Vous ne vous attendiez pas à ma visite, n'est-ce pas? Et tu te portes bien, ce que je vois. Bon pied, bon oeil surtout. Pensiez-vous trouver encore dans mes yeux un peu de lune? Pourquoi? Rocambole, tu ne peux plus m'étonner, moi. Alors, tu as pris Potogneuf? Et Artoff? Oui. À la bonne heure. Je suis ravi de vous trouver dans d'aussi bonnes dispositions. Voici ce qui me facilitera une mission délicate. Délicate. Pour vous, mon bon maître. Car je n'oublie pas ce qui nous attache. Quant à cet antre maléfique, qui pourra jamais le regretter lorsque je l'aurai détruit? C'est une opinion. Baccarat. Entrez, mon ami, entrez. Vous venez assister au triomphe de Rocambole. C'est en effet un spectacle qui mérite d'être vu. Je suis ici pour Capendoc, pour lui rendre la vie. Incorrigible baccarat. Et comment vous y prendrez-vous, tous deux, si j'ai la fantaisie de refuser ma défaite? D'un claquement de doigts? Monseigneur, faudra-t-il que nous en venions aux mains, nous? Tu sais bien que je ne veux plus me battre avec toi. C'est pourquoi j'ai résolu de vaincre sans combat. Vaincre? C'est toi qui as perdu, mon petit. Demain, épisode numéro 73. Je voudrais vous signaler maintenant un concert qui s'annonce exceptionnel et qui aura lieu
ce jeudi à Bruxelles au Centre culturel des Riches-Clairs. Il s'agit d'un double récital pour opéra, ou plutôt un récital d'une part de chant d'opéra et d'autre part de flûte à bec. Pour le chant, il y aura le ténor Tion Yakar qui sera accompagné par la pianiste Paula van den Driesch. Il chantera des œuvres de Purcell, Scarlatti, Gluck, Bellini, Berlioz, Debussy, Manuel de Falla et bien d'autres. Et puis le deuxième récital, flûte à bec, donc, sera donné par Amos Meller, qui est israélien, lui aussi, et qui jouera des œuvres de John Baston, Telemann, Vivaldi et bien d'autres. Il sera là aussi accompagné par Paula van den Driesch. Nous offrons des invitations, comme vous le voyez, pour ce concert, ce double concert qui aura lieu jeudi soir à 20 h au Centre culturel des Riches-Clairs, qui se trouve au centre de Bruxelles, donc rue des Riches-Clairs. Et puis maintenant, nous allons retrouver Caroline et Monsieur Bricolage. Ils vont nous apprendre à fabriquer un moustiquaire. Déjà des moustiques. Bonsoir Caroline. Bonsoir, monsieur Bricolage. Mais vous avez l'air bien fâché. Écoutez, on est au mois de mai. J'ouvre ma fenêtre toute la journée et je viens d'être piquée par un moustique. Mais il n'y a pas de problème. Nous allons réaliser ensemble une moustiquaire. Ah, ça c'est une bonne idée. Est-ce que vous avez pris les mesures à l'intérieur ou à l'extérieur du châssis? Ah non, j'ai pris les mesures à l'intérieur du châssis, de façon à ce que, une fois la moustiquaire réalisée, celle-ci s'imbrique parfaitement dans la demi-fenêtre. Qu'est-ce que vous utilisez comme clou? Ça s'appelle des connecteurs. Nous aurions pu, pour faire cet assemblage, utiliser d'autres méthodes, par exemple la méthode à tenon mortaise ou la méthode à mi-bois. Mais j'ai considéré que, comme ici il s'agissait de quelque chose d'assez commun, je pouvais utiliser ces connecteurs qui ont l'avantage en plus d'être très rapides à placer. Je vais vous montrer comment on dispose ces connecteurs. Donc, on le positionne et pour être certain que l'assemblage soit absolument impeccable, on frappe sur une latte de façon à répartir la pression. Cette toile de moustiquaire se vend dans quel format? En commerce, on trouve cette toile à peu près dans toutes les largeurs, tous les 10 cm, 40, 50, 60, jusqu'à 1,20 m. Vous voulez bien tendre la toile? Vous voyez, je suis occupé à agrafer la toile, après quoi nous pourrons terminer la moustiquaire à l'aide d'une petite latte que nous allons ajuster. Vous voyez Caroline, pour le moment, je suis occupé à découper les onglets pour l'assemblage du cadre de finition de la moustiquaire et j'utilise une scie qu'on appelle une scie à araser, scie avec de très fines dents qui évite de blesser le bois. C'est terminé. Oui, est-ce que vous me conseillez de traiter ce bois? Vous pourriez éventuellement traiter ce cadre avec un produit d'imprégnation. La moustiquaire est en place, Caroline? C'est très bien. Bon, et maintenant, comment on fait pour faire partir les moustiques qui sont à l'intérieur? Oh, bah, écoutez, ça, c'est pas mon problème, c'est le vôtre, hein. Voilà,
bravo, on les applaudit bien fort. Nous allons maintenant jouer. Vous savez que nous sommes toujours avec Anna Prucknall et à la recherche désespérément d'un mot mystérieux qu'elle prononce. On sait qu'elle est à la campagne et puis qu'elle a une grande... Alors, nous allons voir Anna Prucknall, mais avant cela, je tire le petit billet que nous allons contacter maintenant, et c'est à Mêlée que nous allons appeler chez Monsieur André Hunck. Alors, Monsieur Hunck, pendant que je compose votre numéro, regardez très attentivement Anna Prucknall. C'est 31, 85. J'ai l'impression que nous aurons Monsieur Hunck avant Anna Prucknall. Allô, oui? Oui, je suis bien chez Monsieur Hunck. Oui, c'est bien ça, Alors, je regarde. vous nous regardez, c'est donc l'émission Carrefour. Je ne sais Oui. pas si nous sommes prêts maintenant avec Anna Prucknall, car nous allons la regarder ensemble. Oui, d'accord. Regardez bien. J'habite à la campagne. Oui. J'ai une énorme que j'ai achetée. Alors, avez-vous une idée, cher monsieur? Oh, c'est assez difficile. Je vais dire une vache, éventuellement. Une vache? Non. Non. Non, c'est assez drôle quand on connaît le mot que l'on cherche. Non, ce n'est pas une vache. Non, non. Ça va bien. Mais malgré tout, puisque vous étiez à l'écoute, je vais vous faire un cadeau. Vous avez des jeunes enfants, peut-être? Non, enfin, des petits-neveux. Des petits-neveux, parce qu'il y a le grand Bruxelles du tout petit, ou Oui, bien... mais vous pouvez donner ça, Ah bon. éventuellement. Eh bien, parfait. Ça Donc, va. c'est un livre dont nous avions parlé il y a quelques semaines, hein, le Grand Bruxelles des tout-petits, qui est un répertoire de nombreuses adresses très précieuses quand on a de jeunes enfants. Bruxelles et Brabant Wallon, donc. Monsieur, merci d'avoir joué avec nous, et Merci peut-être aussi. à une autre fois. Allez, au revoir. Au revoir. Avec 1000 francs de plus, notre cagnotte Joker, qui va bientôt exploser, est à 94 000 francs. Et puis, un jouet. Alors, excusez-moi, me voilà. Un jouet dans notre cagnotte Carrefour. Il s'agit d'un très très beau train électrique, un autorail avec les rails, les wagons, etc., etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait déjà monté dans le passé. Là, nous l'avons laissé dans sa boîte. Voilà donc, nous rejouerons tout à l'heure. Alors, dites-moi, Michel Leclerc, vous êtes notre invité. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? C'est un extrait de la muette de Portici. Oui, c'est le duo très célèbre, Amour de la patrie, Amour sacré de la patrie, qui est chanté par de ces ténors de chez nous, du Hainaut. De quand date l'enregistrement que nous entendons là? Des années 20, 1920. Les années environ. 20. Et vous avez le nom de l'interprète Oui, c'est Franz Kézin. Oui. Et c'est un duo ici, en fait, donc il est accompagné par José Beckmans, qui est un liégeois. lui. Alors, c'est un enregistrement que l'on peut retrouver dans ce disque dont vous allez nous parler maintenant, Les grandes voix du Hainaut, à l'époque du 78 tours. Parallèlement à ce disque vient de sortir un très bel ouvrage, un livre donc, Les grandes voix du Hainaut, toujours à l'époque du 78 tours, un ouvrage dont nous allons parler, qui est abondamment illustré. Et dites-moi, vous êtes donc à l'origine de ce projet. Comment vous est venue l'idée de rassembler ces grandes voix du Hainaut? C'est ça. Enfin, je ne suis pas tout à fait à l'origine du projet. C'est l'SBL Grand Tournu Images qui a donc édité ce livre, qui m'a contactée parce qu'elle souhaitait fêter à sa façon l'année de la musique, Oui. d'une part, et trouver un rapport avec la province du Hainaut, puisqu'elle est située au Grand Tournu. Et alors elle a eu l'idée de l'art lyrique, parce que c'est un fait que le Hainaut a toujours été riche en grandes voix et en musique en général. Donc c'est une mission qui ne vous a pas effrayé. Vous saviez que vous trouveriez suffisamment de matière pour alimenter votre ouvrage. Oui, dans un certain sens, oui. Mais quand nous avons démarré donc ce projet, nous avions une dizaine de noms. Oui. Et après quelques semaines de recherche, nous en avions une cinquantaine. Est-ce que vous croyez que c'est un phénomène qui est propre au Hainaut? Ou bien si l'on se mettait à creuser dans d'autres provinces? Non, je crois que ce n'est pas spécialement propre au Hainaut. Je crois. Nous avons déjà trouvé une vingtaine de noms pour la province de Liège, autant pour le Brabant. Donc, mais le Hainaut a toujours été quand même une province particulière musicalement. Oui. Il suffit de voir le nombre de sociétés instrumentales, aussi bien les harmonies, les fanfares que les chorales. Mhm. Et ça depuis le 19e siècle.
Alors, vous étiez toute une équipe, donc vous pourrez peut-être parler des personnes qui ont travaillé avec vous aussi. Je sais que Robert Van Germain, notre ancien administrateur, fait partie de l'équipe. Hein. Nous avons voulu nous entourer de personnes qui étaient spécialisées dans un domaine, et notamment Robert Van Germain dans l'aspect sociologique de la question. Oui. Et son article est très intéressant sur l'éclairage justement des conditions sociologiques dans lesquelles l'art vocal a pu s'épanouir en Hainaut. Alors nous avons aussi demandé à Yves Bécaud, qui en fait n'est pas du tout un musicien, c'est un ingénieur, mais qui est passionné de 78 tours et qui a une collection fabuleuse. Alors nous lui avons demandé donc de nous parler de la technique des 78 tours et de l'historique. Oui. Alors il y a encore Antoine Livio aussi, c'est ça que nous connaissons nos aussi. téléspectateurs connaissent bien. Oui. Antoine Livio, lui, s'est intéressé à l'aspect international de la chose. Oui. Enfin, il a replacé les chanteurs belges en particulier sur les grandes scènes. Et ces chanteurs du Hainaut, donc dans les années 20, même avant, ont connu une carrière internationale, certains? Oui, oui. Disons que dans la trentaine qui sont reprises en détail dans le livre, parce que sur la cinquantaine, on n'a pas pu tout envisager. Oui. Sur la trentaine, il y en a une quinzaine qui ont chanté autant à l'Opéra de Paris qu'à Chicago qu'à New York, donc à Londres aussi. Dites-moi, est-ce que vous croyez qu'il y a un attrait, peut-être un renouveau de l'attrait pour les enregistrements très anciens, dont la qualité technique, vous l'avez remarqué, elle est loin d'être du niveau de ce que l'on connaît aujourd'hui? Qui achète? Les nostalgiques? Oui, d'une part, les nostalgiques, et ici on a touché les nostalgiques des vieilles cires, du 78 tours, oui. Et les nostalgiques, disons les personnes déjà âgées qui ont vécu cette période. Donc là, il y avait deux sortes de nostalgiques. Il y a une photo assez émouvante que vous nous avez apportée. Alors là, oui, on voit comment se pratiquait l'enregistrement des micro-sillons, enfin, oui. ce sont des micro-sillons, ce sont des 78 tours aussi. C'est Jean Noté, qui est donc le tournésien assez célèbre, qui enregistre dans les années 1900-1905. Oui, alors on a vu que le piano était sur une estrade. Oui. C'est des conditions assez inimaginables. Et puis il y avait aussi, on va certainement la voir, cette photo, une photo couleur d'une personne très âgée qui a maintenant disparu et qui est la dernière, donc qui était la dernière survivante de toutes les... Presque, parce qu'elle n'était pas la seule survivante, mais c'est la principale source de mes recherches, parce qu'elle a beaucoup apporté par sa mémoire extraordinaire, très fidèle, par les documents qu'elle possédait. Et elle a beaucoup appris, enfin elle m'a beaucoup appris sur les conditions de travail notamment. Oui, on va certainement voir cette photo, ainsi qu'une photo d'époque. Voilà, donc vous avez la photo d'époque qui est à gauche. Elle avait 18 ans d'un côté et elle en a 80 de l'autre. Et alors, donc à l'extrême droite de l'image... Et elle a disparu en décembre. En décembre dernier. Lorsque l'on feuillette cet ouvrage, on se rend compte qu'il est abondamment illustré. Il y a des chanteurs à la fière moustache et au regard très doux, comme toutes les photos de cette époque, du début du siècle. Et puis il y a des cantatrices aussi, l'air très belle aussi. Très belle, en tenue de Valkyrie. Mais il me semble qu'il y a plus de chanteurs que de cantatrices. Oui, c'est un fait, oui. Parce que, d'une part, les sociétés chorales, qui sont quand même à l'origine de beaucoup de carrières, de départ de carrière, excluaient pratiquement les femmes. Ça, c'est un point qui me semble important. Oui. Alors, les femmes qui ont fait carrière avaient un don au départ ou avaient un milieu privilégié dans lequel s'épanouir. Est-ce qu'il y a des noms qui sont encore connus? Oui, je pense à Fanny Eldy, qui est justement une femme qui est la plus connue, bien qu'elle ait voulu renier son origine hainouillère. Elle était née à Ath, mais elle ne voulait pas qu'on en parle. C'est un petit village. Et sinon, dans les chanteurs, dans les messieurs? Fernand Anceau, dont on trouve encore les disques dans les discothèques actuelles, enfin les... Alors, parlons-en justement du disque. Ces grandes voix d'or du Hainaut, c'est un double album. Oui. Il y a 2-33 tours qui rassemblent, je ne sais pas, un grand nombre. 34 chanteurs. 34 chanteurs. Chanteuses. C'est-à-dire que là, nous avons pris autant des enregistrements très connus, comme Fernand Anceau, bien sûr, dans la Tosca, mais nous avons également repris des choses nettement moins connues et tout à fait oubliées, et des enregistrements totalement indisponibles à l'heure actuelle. Donc là, je crois que nous avons touché les collectionneurs également. Est-ce que vous avez en projet le même genre d'ouvrage pour les autres provinces de notre pays? Oui, c'est un projet et nous sommes en train d'explorer les diverses voies
de mettre ça au point, parce qu'il faut trouver les fonds, les différentes façons. Oui. Mais c'est un grand projet, oui. Parce qu'il est grand temps de le faire, c'est urgent, les familles disparaissent, les documents aussi. Donc, et aujourd'hui, au fond, est-ce que vous êtes musicologue? J'ai oublié de le dire, vous enseignez donc au Conservatoire de Mons. Comment se porte l'opéra aujourd'hui? Nous avons encore de très bons chanteurs, je crois. Oui, je crois, et dans la communauté française. Peut-être moins nombreux qu'à l'époque, qu'au début du siècle. Peut-être moins nombreux, oui, parce que le professionnalisme est quand même très important à l'heure actuelle. Oui. Et puis on a de grandes scènes en Belgique, au détriment de tous les petits théâtres qui existaient d'une façon autonome au début du siècle. Mons, Tournai, Namur avaient leur théâtre et où les chanteurs faisaient leurs premiers pas. Maintenant, en Belgique, nous avons d'une part la Monnaie, d'autre part l'Opéra de Wallonie. Et de grands chanteurs, de grandes cantatrices qui sont issus du Hainaut aujourd'hui? Du Hainaut, bon, je pense à Michel Trampon qui travaille partout. Il va créer, donc, il va jouer, pas créer le rôle de Beckmesser dans Les Maîtres Chanteurs à San Francisco. Donc je crois que nous pouvons dire que c'est une vedette internationale. Dans le Hainaut, je crois que c'est le plus important, mais dans la communauté française en général, il suffit de penser à Jules Bastin ou à José Van Damme. Alors là, nous avons des gens très célèbres. Alors il y a une information que nous devons encore donner, c'est la façon dont on peut se procurer cet ouvrage qui ne se trouve pas en librairie et il a été tiré un nombre d'exemplaires assez réduit. C'est ça, 1000 livres et 2000 disques, parce que nous avons espéré, nous avons cru que les disques se vendraient un peu plus que le livre, mais ce n'était pas le cas. Donc je crois savoir qu'il reste relativement peu de livres, mais par contre, des disques, il y en a encore. C'est ça. Pouvez-nous donner le prix peut-être ? Oui, l'ensemble, disques et livres, coûte 1200 francs. Et on peut aussi les acheter séparément. Et dans ce cas-là, c'est 700 francs chaque. Ce qui est tout à fait raisonnable. Oui, je crois. En tout cas, quand on pense à la somme de travail qu'a demandé cet ouvrage. Voilà, Les grandes voix du Hainaut. Michel Leclerc, je vous remercie beaucoup. Merci. Voilà. Me revoici devant la roue de la fortune. Ah, on joue beaucoup aujourd'hui, on joue beaucoup. Vous avez vu que notre cagnotte ne cesse d'augmenter. Peut-être allons-nous avoir un gagnant aujourd'hui. Nous allons revoir immédiatement Anna Prucknall puisque nous cherchons donc un mot qu'elle prononce et que nous avons gommé. J'habite à la campagne. Oui. J'ai une énorme que j'ai achetée. Ah, donc nous savons que ce n'est pas une vache, grâce au candidat que nous avons eu tout à l'heure. Eh bien, nous allons appeler la région de Liège. Oui, c'est un 041. C'est bien cela. Alors, je compose précautionneusement le numéro 3780. Et c'est chez Madame Naon que nous appelons. Madame Naon, Hubert, êtes-vous là? Allô? Oui, vous êtes là, formidable. Oui, je regarde l'émission. Et vous regardez l'émission, donc vous êtes en direct, vous le savez, sur notre antenne. Je vous pose la même question qu'aux autres candidats. Avez-vous une idée? À mon avis, ce serait propriété. Eh bien non. C'est pas ça? Ce n'est pas le mot propriété. Ah, tant pis. Oui, mais je vous offre un cadeau, bien sûr. Oui. Je vois un roman ici. Aspasie de Daniel Calvo-Platero. Quel genre de livre est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, je n'en ai aucune idée. Là, je dois être franc avec vous, mais nous pouvons faire confiance à la personne qui alimente notre cagnotte. Si je l'ai entre les mains, c'est qu'il est bon. Oui, oh, ben, ça va. Alors, nous vous l'envoyons. Ça va, merci. Je vous en prie. Au revoir, madame. Au revoir, et monsieur. Peut-être à bientôt, donc, comme je le souhaite à tous nos candidats. Et nous continuons à faire gonfler les cagnottes. Avec 1000 francs de plus, la cagnotte Joker, la voilà à 95 000 francs. Et dans la cagnotte Carrefour, je dois mettre les disques. Ah oui. Alors là, c'est un très très beau coffret de disques. Donc Golden Greats of the 50s and the 60s. Il y a une dizaine de 33 tours qui rassemblent donc les tubes des années 50 et 60. Et cette compilation est sortie chez Reader's Digest. Eh bien voilà, nous allons maintenant continuer en musique avec toi pour un petit clip réalisé par Jean-Charles Rigaud, I'm Coming Around.
You know that I love you. I really love you. And if you really want me, come back to me. Chers amis, bonjour. Claudine est revenue. Chic alors. Chic et choc. Vous n'étiez pas là hier. C'est un reproche? Tout le monde l'a vu. Oui, c'est un reproche. C'est vrai, on l'a vu, comment? Mais, non. Décidément, on n'arrive pas à cacher quoi que ce soit dans cette émission. Nous faisons un métier public. C'est vrai, j'oublie de temps en temps. Alors aujourd'hui, que vous offre le service public? Des interviews? Une déception. Pourquoi une déception? Une déception d'abord parce qu'on vous avait promis, juré 2 fois sur la tête de nos mamans et de nos enfants que vous auriez Jean-Claude Pascal. Et puis non, on va vous faire languir quelques jours de plus. Voilà, eh bien, vous devrez nous regarder encore pour avoir l'occasion d'écouter une interview que nous ferons avec Jean-Claude Pascal pour son livre Le Beau Masque. Mais nous aurons autre chose, Yves. Nous aurons, oui, et il est également écrivain, c'est Alain Gerbert. Qui vient parler d'un livre assez étonnant, oui. Les heureux jours de Monsieur Guichka. Un style très particulier, très plaisant, et nous inviterons donc tout à l'heure Alain Gerbert. Un poète aussi, parmi nous, Charles Kleinberg, qui fête ses 15 ans de poésie et qui, à cette occasion, donne une série de récitals poétiques la semaine prochaine. Il nous en parlera aussi. Avec un nouveau spectacle, donc. Et puis le cinéma et la vidéo en toute fin d'émission. Et vous oubliez quelqu'un, notre ami du mardi, Didier Fortum. Et voilà. Puis maintenant, la roue de la fortune. Vous permettez que j'y aille pour reprendre mes bonnes habitudes? Mais je vous en prie, chère Claudine. Voilà, je fais le tour. Alors, je vous rappelle que c'est toujours avec Anna Prucknal. Anna Prucknal que nous sommes en ce moment. J'ai entendu hier parler de roulotte, non? Oui. C'est ça, quelqu'un a proposé roulotte, c'était pas ça, j'ai vu ça vaguement. Eh bien, on l'écoute alors. À la campagne, oui. J'ai une énorme que j'ai achetée. On nous a proposé également le mot propriété et le mot vache. Le mot vache? Oui, vache, une énorme vache que j'ai achetée, mais ce n'est pas une vache. Non, c'est plus important qu'une vache. Alors là, où suis-je? J'allais vous poser la question. Oui, je devine tout. Je suis à Gonrieux, chez Vrai, Léka Vrai Bouc. Allô? Allô, Madame Vrai? Bonjour Claudine. Bonjour Madame Vrai, je peux vous demander votre prénom? Thérèse. C'est Vrai, Bout, L-E-T-H. C'est votre nom, ça? Mon nom, oui. Vrai, c'est le nom de famille. Bout, c'est mon nom de jeune fille. Alors les 2 initiales, c'est Lucien et Thérèse. Thérèse, voilà. Bon, eh bien maintenant, nous nous connaissons un tout petit peu mieux, Madame Vrai ou Thérèse. Je vais vous poser la question fatidique tout de suite. Connaissez-vous le mot? Je pense à une grande prairie. Une prairie? Oui. Ce n'est pas une prairie. Non. Et non, et non. Non, ce n'est pas une prairie. Mais... Thérèse, oui. Aimez-vous la littérature? Oui. Alors Yves va s'empresser de vous... Vous aimez l'Afrique? Il y a de beaux cadeaux là. Vous aimez l'Afrique? Oui. Non, pas particulièrement. Ou alors... Vous pensez à ce roman-là? Attendez, parce que je n'entends pas. Est-ce que Madame... Allô?
n'avez pas un livre qui ne traite pas de voyage? Qui ne traite pas d'un voyage. Eh bien, Course d'amour pendant le deuil, c'est un très beau roman de fiction écrit par Florence Delay qui va vous emmener faire de très beaux rêves, je pense. Ah oui, c'est très bien. Je vous remercie. Thérèse, on est content de vous avoir eu au bout du fil et puis continuez à jouer avec nous peut-être. Oui, certainement. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, Eh bien, voilà pour Thérèse. oui. Donc, Yves. avec 1000 francs de plus, la cagnotte Joker passe à 97 000 francs. Et dans la cagnotte Carrefour, nous mettons 3 bouquins. Il s'agit de Trousse-chemise, c'est bien ça, de Pierre Vialet. 3 volumes, donc tome 2 et tome 3, qui sont parus chez Ramsay. Les voilà, Trousse-chemise 1, 2, 3. Avons-nous déjà eu une cagnotte Joker qui est montée aussi haut? Oui, nous avions eu 114 000 francs, je crois, et c'est une petite fille qui l'avait emporté. Je me souviens, c'était tout début de la saison. Au début de la Oula, saison. On va peut-être y arriver. Et voilà Rocambole. Monsieur de Beaupréau, c'est moi. Moi, enfin. Tu feras des dons à l'œuvre des filles perdues. Mais pour l'instant, tu nous craches dessus, c'est ça, hein? Ce que vous pensez m'importe peu. Dis donc, tais-toi. C'est mon affaire. Ma fille, va falloir que je t'apprenne à vivre. Qui que tu sois. Ça te rendra service plus tard. Viens, allez. Et bien sûr, personne n'a attaqué. Rentrez. Pour vous, la promenade est terminée. Et pour toi, le cachot. Je voudrais d'abord lui parler. Peut-être le cachot sera-t-il inutile. Comme il vous plaira, monsieur l'abbé. Vous? Je crois que celui-là doit aller là. Non? Vous êtes parti pour longtemps, pas- comme ça vous comptez vider la boîte? Non, j'étais en train d'essayer ce jeu que nous allons mettre dans la cagnotte Carrefour tout à l'heure, lors de la prochaine roue de la fortune. C'est un jeu de construction, c'est pas mal. En tout cas, on peut passer des heures à assembler ces petits modules pour construire, paraît-il, de très grandes choses. Pas pendant Bien. Carrefour, en tout cas. Hein. Cela dit, non, j'aurais dû regarder Rocambole. Car dans Rocambole, il y avait la belle jardinière. Mais après la belle jardinière, qui voilà maintenant? Le beau jardinier. Ah oui, avec du safran. Du safran. Bonsoir. Ce sont les filaments ou stigmates de la fleur du crocus, fleur d'ailleurs stérile et qui reste ouverte pendant la nuit, que nous appelons safran, qui nous vient de l'arabe safaran. Les Romains se servaient du safran non seulement en cuisine, mais ils en parfumaient aussi bien leur temple que leur théâtre. Ils en usèrent des fins aphrodisiaques et en jonchaient le lit des jeunes mariés. Ainsi, nos belles romaines, après leur bain, se lotionnaient d'huile de safran. Mais elles se servaient également du safran tout simplement pour faciliter tant les menstruations que les accouchements. Parce que le safran est héménagogue, il facilite la venue des règles, il est abortif à forte dose. Le prix du safran, pour vous donner un ordre d'idée, est en Belgique de l'ordre de 55 000 à 60 000 francs le kilo. Cela équivaut approximativement à 10 fois celui de la truffe. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il faut visiter quelques 90 000 à 140 000 fleurs que nous allons voir d'un instant à l'autre, fleurs du crocus, voilà, pour obtenir 5 kilos de stigmates frais,
ce qui nous donne 1 kg de safran sec. C'est la raison pour laquelle le safran a toujours été excessivement falsifié, entre autres par des pétales de souci, de chrysanthème, des fleurs de cartame, de saponaire ou de l'arnica, pour ne citer que quelques substituts. Mais une fois moulu, réduit en poudre, ça devient, je dirais, presque orgiaque, puisqu'il est baptisé parfois avec du piment, du santal, de l'amidon, de l'huile. Personnellement, j'y ai déjà trouvé du plâtre, de la craie, du miel, de l'argile, voire même des pousses de carex teintées. Il n'y a pas de limite à la fraude. C'est la raison pour laquelle, jadis, certains fraudeurs ont même vendu jusqu'à des fibres de chair desséchées en guise de safran. C'est la raison pour laquelle, tant en France qu'en Suisse, les contrefacteurs étaient tout simplement punis de peine de mort. En Inde, en Iran et en Turquie, ils ont choix. Soit ils sont enterrés vifs, soit brûlés vifs. Le safran est connu depuis très longtemps. Les rois babyloniens marchaient déjà avec des souliers teints au safran. Au Moyen-Âge, les belles s'en teignaient les cheveux. Cela d'ailleurs me fait penser à cette histoire qui veut que le roi d'Angleterre, Henri VIII, adorait à un tel point le safran qu'il en avait tout simplement interdit les belles de la cour de s'en teindre les cheveux. Chaque herboriste a ses secrets. Voici celui du feu Monsieur Merseny de Flobec. Il se procurait le safran auprès des Juifs qui en possédaient le monopole, mais il leur achetait le safran pas n'importe quel jour. Le jour où la religion juive leur interdit formellement de mentir. Ainsi, il s'assurait un safran non falsifié, pur, certifié pur par des vendeurs ne pouvant lui mentir. D'ailleurs, une petite astuce. Le vrai safran colore en jaune, tandis que le safran frelaté, le faux safran, colore nettement plus en brun ou en rouge. Une autre petite astuce, si vous achetez votre safran en fibre, ce qui est d'ailleurs mieux, beaucoup se demandent comment le broyer. Vous prenez tout simplement 2 morceaux de sucre et vous frottez votre safran entre les 2 morceaux de sucre. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et vous n'aurez absolument aucune perte. Et au prix où ça coûte, vaut mieux ne pas en avoir trop. Au point de vue thérapeutique, je vous disais tout à l'heure que le safran était ménagogue, voire abortif à forte dose. Je ne veux pas vous faire peur, mais sachez que la dose mortelle pour l'homme de safran est seulement de quelques grammes. Selon le phytothérapeute Henri Leclerc, le safran provoquerait un état congestif du cerveau suivi de narcotisme relativement semblable à ceux de l'opium. Vaut mieux s'en abstenir. Je sais maintenant que certains pêcheurs appâtent le poisson avec du safran. Le tout est bien sûr d'avoir les moyens. Le meilleur safran nous vient de Hongrie. Ensuite, nous trouvons l'espagnol, qui est certes le plus répandu, puis les productions tant grecques, italiennes ou sud-américaines. Je sais également que certains roublards ont absorbé du safran pour simuler un ictère. Mais si vous voulez vous faire porter pâle demain, porter pâle ou porter jaune, méfiez-vous. Je ne crois pas que ça marchera parce que bon nombre de médecins conseils regardent également cette chronique. Je vous parlais du phytothérapeute Henri Leclerc tout à l'heure. Voici un bouquin qu'il a écrit en 1943, mais rassurez-vous, il y a eu bon nombre de réimpressions. C'est, à mon avis, un des 5 bouquins qui parlent correctement de la phytothérapie à l'heure actuelle. Il est édité chez Masson. On le trouve très facilement dans le commerce. Voilà, avant les colorants de synthèse, le safran colorait, entre autres, le beurre, les pâtes, le pain, les gâteaux, les sauces, les liqueurs. J'ai même vu certains vernis, voire même certains fromages colorés avec le safran. J'espère vous avoir fait plaisir. Si ça vous dit samedi, de vous retrouver samedi en radio et mardi en télé. Au revoir. Les heureux jours de Monsieur Guichka, c'est le titre du nouveau roman d'Alain Gerbert qui est paru chez Robert Laffont. Alain Gerbert qui est donc notre invité cet après-midi. Dites-moi, Alain Gerbert, comment pourrait-on le présenter, votre roman? C'est un roman comique? C'est un roman surréaliste? C'est très particulier en tout cas. C'est un roman qui est à la fois burlesque et pathétique dans la mesure où il est burlesque et burlesque dans la mesure où il est
pathétique. Hein. C'est un roman qui, à la fois, c'est l'histoire d'un homme qui découvre l'émerveillement devant le monde et qui, en même temps, découvre la solitude. Mais c'est un roman sur l'amour, sur l'amitié, à travers les rapports entre cet homme et un singe, mais un singe tout à fait particulier parce que, imitant les hommes, il n'est pas moins que les hommes, il est plus qu'eux parce qu'il connaît tous leurs secrets. C'est un singe qui est presque Dieu, étant donné qu'il sait absolument tout de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer sur Terre, et il est capable d'en donner une représentation. D'ailleurs, à la fin du livre, hein, ça se passe en gros au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, ce singe, d'une certaine manière, invente la télévision. Il se trouve dans un village, alors il y a un de ces théâtres d'enfants, comme on en trouvait autrefois, en tout cas dans mon enfance à moi, avec des rideaux rouges, et dans l'encadrement rectangulaire de ce théâtre, le singe imite Staline, Churchill, tout le monde, et il y a là les paysans qui sont là et qui regardent tout ce qui va se passer. Monsieur Guichka, comment pourrait-on le présenter? C'est le personnage principal, donc, à moins que ce ne soit Karl le singe, le personnage principal. Donc, Monsieur Guichka, c'est quelqu'un qui n'est pas très bien dans sa peau, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh oui, c'est un personnage un peu minable, un peu dérisoire, un tout petit employé aux écritures, mais on a même l'impression que dans cette société qu'il emploie, et où pourtant on le force à un labeur acharné, finalement, s'il n'était pas là, ça ne se verrait pas. D'ailleurs, effectivement, il manque pendant des mois et personne ne s'en aperçoit, et quand il revient au bout de 6 mois, personne ne le reconnaît. Et tout d'un coup, cet homme, qui ne s'est jamais forcément posé beaucoup de questions sur sa vie, se retrouve dans un zoo face à un singe qui lui renvoie sa propre image, qui imite un employé aux écritures. Et tout d'un coup, cet homme se demande, mais dans le fond, est-ce que je ne suis pas un singe? Est-ce que je ne suis pas moi-même un reflet de mon reflet? Et c'est une chose absolument tragique, à ceci près qu'il va adopter ce singe, enfin je passe sur les péripéties du livre, il va adopter ce singe, et alors ça va être l'occasion de toutes sortes de quiproquos, parce que ce singe étant doué d'un talent d'imitation absolu, il va y avoir toutes sortes de malentendus qui vont se produire. Par exemple, Monsieur Guichka croit se raser devant sa glace, et en fait il est devant le singe. Le singe qui est capable de donner un équivalent de toutes les actions humaines, se retrouve un moment dans la position d'être chirurgien et de faire des opérations et de les réussir, car il a observé comment ça se passait. Alors voilà, c'est cette histoire, c'est l'histoire d'un homme qui se prend pour un homme minable, mais qui vit dans un univers où finalement tous les autres hommes ne sont que des singes, et lui qui se prend pour moins qu'un singe est peut-être le seul qui n'en soit pas un. Le seul être peut-être véritablement humain qu'il y ait là. Il faut dire qu'on s'amuse beaucoup en lisant votre livre. Il y a des passages qui sont vraiment très, très drôles. Et je voudrais prendre un exemple. Par exemple, la mort de l'ami de M. Guichka, donc qui s'appelle Benazar Folliculo. Mais M. Guichka ne connaît pas son nom d'ailleurs. Non, il n'arrive pas à le prononcer, c'est totalement impossible. C'était page 66, il y a une description qui est très drôle. Monsieur Guichka ramasse un morceau de miroir qui est marqué de l'empreinte du visage de son ami. Puis il faut dire que cette mort survient dans des conditions un peu particulières. Il reçoit une armoire à glace sur la tête. Hein. Oui, alors absolument. Vous dites ça... Donc, le miroir marqué de l'empreinte du visage de mon ami, c'est à cet endroit, sans aucun doute, que l'armoire était entrée en contact avec lui, alors que la nuque basculait en arrière, comme pour recevoir la Sainte Communion. Il regardait avec une incrédulité pathétique son portrait dégringolé du ciel pour lui emboutir la cervelle. Alors ça, c'était des caractéristiques de votre style. Vous employez une langue très pure, avec des mots très choisis, et puis tout d'un coup, arrive un mot qui est plus rude, disons, et alors naît un effet comique qui est très réussi. Je crois aussi que quand on veut essayer de faire rire, il ne faut pas écrire drôle, il faut écrire très sérieux, il faut écrire comme au XVIIIe siècle, imperturbablement, parce que si vous rajoutez des effets de comique à l'intérieur même de la langue, je crois que c'est très valable sur 10 pages ou sur 20 pages, mais sur un roman, c'est très fatigant, ça donne une impression de redondance. Et vous savez, dans cette histoire, ce qui est très curieux, c'est que cette histoire est totalement folle d'un bout à l'autre, mais ce visage imprimé dans une glace, c'est un passage réel. Parce que j'étais avec... vous savez, je suis critique de jazz, et il y a une quinzaine d'années, je me trouve au festival de Château-Vallon avec mon rédacteur en chef de Jazz Magazine, qui s'appelle Philippe Karl, et à 4h du matin, nous avions rendez-vous dans un restaurant, et Philippe Karl arrive et ne voit pas qu'il y a une porte vitrée.
Et vraiment, sans plafonne, comme on dit dans San Antonio, la porte vitrée de face. Et je veux dire, pendant les 8 jours, on voyait le moindre poil de sa moustache inscrit dans le verre. Bon, pas creusé comme là, j'ai un peu exagéré. Mais enfin, il y avait des amis qui ont pris des photos. On le reconnaissait, on reconnaissait ses sourcils, son nez qui était écrasé contre le... C'était tout à fait hallucinant. Et ça m'est revenu un peu pour cette idée, puisque ça tourne autour quand même de cette idée du double, du reflet. Hein. Dites-moi, vous situez l'histoire donc avant la Deuxième Guerre mondiale, comme vous l'avez dit, et dans un pays de l'Est. Alors, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est pour le plaisir d'inventer des noms comme Gishka Piktopek, Marie Vakeliana Vous savez, moi, je fais partie de ces gens qui, certainement pour des questions de pudeur, n'arrivent pas à écrire à la première personne. Ils délèguent pour écrire le roman un écrivain, comme si le premier personnage que j'inventais, c'était l'écrivain. Alors de temps en temps, c'est un Américain des années 30, je me vois bien en Hemingway, bras de chemise, sa machine à Paris, très pauvre, étranglant les pigeons du jardin du Luxembourg pour arriver à me bouffer le soir. Et là, il me semblait que me mettre dans la peau d'un écrivain tchèque dissident, par exemple, c'était utile pour raconter cette histoire qui est une histoire très ironique, amère, très poignante et finalement très féroce, sans avoir l'air d'y toucher. C'est pas un roman très optimiste, c'est un roman gai, mais c'est un roman, je crois, assez dur sur l'humanité et les rapports qu'il y a entre les hommes. Mais parce que aussi, à travers ce pessimisme-là, je suis un optimiste invétéré. C'est-à-dire que je pense que malgré tout, l'homme, s'il y fait attention et si on tire la sonnette d'alarme, peut encore se reprendre et qu'il y a en lui suffisamment de beauté, de capacité au bonheur pour qu'il n'y ait plus besoin d'écrire des livres de ce genre. Bien, c'est sur cette conclusion que nous allons nous séparer. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les heureux jours de Monsieur Gishka, qu'il faut découvrir. Vous passerez vraiment un très très bon moment. Par Alain Gerbert et paru chez Robert Laffont. Merci Alain Gerbert. Merci à vous. Ah oui, j'allais oublier, Alain Gerbert, nous n'allons pas nous séparer comme ça. Nous offrons 5 exemplaires de votre donc ces jours de Monsieur Gishka. Alors, vous qui nous regardez, téléphonez-nous immédiatement pour les obtenir. Ces 5 exemplaires iront bien sûr aux 5 plus rapides d'entre vous. Pendant que vous entendiez cette petite musique tout à fait charmante, on a fait chaise musicale, Yves est parti, Alain Gerbert aussi, et puis nous avons pris leur place, Charles Klenberg et moi. On est très contents de vous accueillir dans ce studio, Charles Klenberg, et puis aussi pour cette belle occasion qui nous est donnée de fêter vos 15 ans d'amour et de noces avec la poésie. C'est juste, oui, il y a 15 ans que pour la première fois j'avais décidé d'entrer en scène seul et j'y suis resté. Et les spectateurs vous ont toujours suivi? Je crois, j'ai évolué dans les lieux pour qu'ils ne soient pas trop fatigués de ma présence. Je veux dire par là que je rentre d'une tournée en Israël. Et puis, j'ai fait... Qui a bien marché? On dit toujours que oui, de toute façon. Oui, elle a bien marché, c'était sympathique. Mais disons qu'une tournée de poésie s'adresse plutôt aux francophones là-bas, ce qui fait que c'est pas Forêt Nationale, quoi. Oh, mais ça ne doit pas nécessairement être Forêt Nationale. On peut transmettre aussi une chaleur et une tendresse dans des petits lieux. Mais surtout, oui, c'est un peu le cas pour le moment, justement, parce que je vais reprendre une série de récitals à Bruxelles la semaine prochaine et que ça se passera à la Fondation Ombrelle au passage 44 et que, justement, c'est une formule cabaret, c'est une formule beaucoup plus intimiste et je reprends un peu ce que je faisais à mes débuts il y a 15 ans, c'est-à-dire poésie et guitare, des textes plus intimistes, plus chaleureux, plus intérieurs et ce sera avec le guitariste Hugues Navet, que vous connaissez, que nous avons reçu. Que vous avez reçu, mais qui, paraît-il, depuis 2-3 jours, souhaite absolument qu'on dise Hugues Navez et non plus Navet. Alors voilà, le message est transmis. Hugues Navez, donc en compagnie de Charles Klenberg à la Fondation Jacques Brel, pour des textes de Villon à Brel. De Villon à Brel et même au-delà, c'est-à-dire que je peux quand même montrer que j'avance. Et j'ai pris entre autres un des finalistes de Rochefort, Bruno Coppens, non pas de cette année-ci. Non, oui, pas de cette année-ci. Oui. Et quelques textes contemporains. À propos des textes, je pourrais vous demander là, comme ça, de but en blanc, de nous en réciter un.
Pas trop long. Comme Pas ça, trop ça, long, ça- non, mais j'ai lu quelque chose d'amusant hier soir, je crois, et je me suis dit, peut-être ça se situera bien. C'est que c'était un tout petit texte japonais qui disait, lorsque me vit la poésie, elle cria « marions-nous, marions-nous ». Et puis elle me poursuivit à travers tout le temps, et je me rendis compte qu'effectivement, j'avais envie de me marier. Alors finalement, je me suis marié, et depuis lors, elle me poursuit partout, et se tapit derrière mon bureau, et elle crie « de l'argent, de l'argent ». L'argent n'est pas, je crois, un des thèmes favoris des poésies que vous choisissez pour vos spectacles. Ce serait plutôt des thèmes plus chaleureux, plus humains. Oui, plus humaniste, disons, plus humanitaire, et beaucoup plus... la liberté est un thème favori, l'amour est un thème favori, mais l'amour humain plutôt qu'un amour bien précis. Et disons que dans ce thème humanitaire, j'étais un tout petit peu choqué tout à l'heure, il y a quelques minutes, par un bout d'émission que j'ai vu tout à l'heure avant d'entrer en studio. Dites-nous. Mais j'ai vu qu'on achetait le safran les jours où les Juifs ne pouvaient pas mentir. Alors j'étais un peu étonné d'entendre ça il y a 10 minutes, je crois, sur votre antenne, et je me suis dit qu'il fallait que je rectifie ça, parce que je ne vois pas quels sont les jours où les Juifs mentent et les jours où ils ne mentent pas. Absolument, je crois qu'on s'est tous fait la réflexion dans ce studio, mais on ne va pas faire de procès Pas d'intention. du tout, ici, mais enfin, Charles on l'a quand Kléber. même un peu rectifié. Mais effectivement, donc dans 2 jours, ce seront mes 15 ans, et on va me remettre un prix en cristal, non pas mon poids, parce que je crois que j'ai un peu grossi, alors on va me donner des choses plus modestes. Et puis la tournée, les récitals la semaine prochaine. Mais avant cela, pour mieux vous rencontrer, pour mieux vous connaître ou vous reconnaître, pour ceux qui ont déjà été sourds dans vos spectacles, je crois que demain, à la FNAC, à 12h30, vous aurez une rencontre avec Marianne Hendry. C'est juste, j'allais l'oublier. Et puis, cela permettra peut-être aux spectateurs aussi de retrouver un Charles Klenberg qui leur parlera des thèmes... Je ne sais pas de quoi elle va me parler, elle, parce que nous avons décidé de ne pas nous rencontrer avant pour C'est ça. ne pas... Donc, la FNAC demain. La Fondation Jacques Brel avec un nouveau spectacle à partir de la semaine prochaine. Non, pas un nouveau. Une espèce de réminiscence de 15 ans de poésie. C'est ça. Les Et puis, tubes. alors, jeudi, on fête vos 15 ans. Et les gens sont les bienvenus à 11h du matin à la Fondation Brel, jeudi matin. Jeudi matin, voilà, rendez-vous est pris. Et puis maintenant, Yves, merci beaucoup Charles Klenberg. Merci pour le petit texte aussi. Yves, Merci, Charles. c'est à vous, vous êtes retourné à la roue de la fortune. Oui, me voici en place pour jouer. Et immédiatement, je vous propose de revoir Anna Brucknal. Vous écoutez bien, surtout, ce qu'elle dit. J'habite à la campagne. Oui. J'ai une énorme que j'ai achetée. Alors, nous allons tirer au sort un billet. Vous savez comment ça se passe. Voilà. Et nous allons, chère Claudine, appeler Ville-sur-Aisne. Ville-sur-Aisne. Et c'est le 064. 064. Connaissez-vous Ville-sur-Aisne? Pas du Charles tout. Klenberg. Eh bien, moi non plus. Pas du tout. On est chaque fois pris en défaut par rapport à notre connaissance de la géographie de la Pourtant, je Belgique. bouge beaucoup dans la Belgique, vous savez, mais... je connais On pas. va demander à madame ou à monsieur. C'est chaussée de Soigny, donc ça doit être Voilà. du côté de Soigny peut-être, Ville-sur-Aisne. Allô, monsieur ou madame L'Olivier? Madame L'Olivier, vous nous regardez pour le moment. Alors dites-nous où se trouve Ville-sur-Aisne? Près de la Louvière, d'accord. Eh bien voilà. Maintenant que nous savons où vous habitez, je vous pose la question rituelle. Avez-vous une idée concernant Anna Brucknal? Demeure. Une grande demeure. Hélas, non, ce n'est pas le mot que nous cherchions. Nous allons bien sûr vous offrir un cadeau. Oh, il y a ce très beau livre sur Karen Blixen. Vous savez, la romancière qui a écrit La ferme d'Afrique, dont on a tiré le film Out of Africa. C'est une biographie donc signée Judith Thurman et qui est parue chez Segar. Un très très beau bouquin que nous allons vous envoyer, ma chère madame. Au revoir, bonne soirée. Alors, où en sommes-nous? Nous pouvons appeler, Je ne vois pas l'horloge malheureusement, je suis incapable moi, de vous dire l'heure qu'il est. J'avais une petite idée qui me trottait en tête. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas laisser à Charles Klenberg le soin de nous conduire jusqu'au JT avec un poème? Oh, ça c'est une bonne idée. Ça serait une bonne idée, ça? Mais Tout avant le ça, monde on est va d'accord? vite faire augmenter les cagnottes alors. Oui. 98 000 pour la cagnotte Joker et dans la cagnotte Carrefour, il y a ce jeu de construction que vous avez vu tout à l'heure qui permet de réaliser de grands modèles à partir de tout petits éléments. Voilà. Et Eh bien, maintenant, alors, bonne Charles idée. Klenberg, je vous prends au dépourvu, mais Un peu. vous êtes un professionnel. Mais c'est un tout petit texte qui a été le dernier poème de Robert Desnos en la guerre 40-45 et qui était sa dernière lettre à sa femme, c'est « J'ai rêvé tellement fort de toi, j'ai tellement marché, tellement parlé, tellement aimé ton ombre, qu'il ne me reste plus rien de toi. Il me reste
d'être l'ombre parmi les ombres, d'être 100 fois plus ombre que l'ombre, d'être l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée. Eh bien, bonsoir. Les informations de la journée sont avant tout d'ordre social. La tension sociale est montée d'un cran aujourd'hui avec la grève surprise des cheminots, une grève qui a démarré à Charleroi cette nuit et qui s'est étendue à d'autres régions du pays. Impossible ici de faire la liste de l'ensemble des perturbations. Ce matin, c'était avant tout le trafic entre Bruxelles et Charleroi qui était perturbé. Mais au fur et à mesure de la journée, le mouvement de grève a touché d'autres lignes, notamment en partance de Liège, de Namur et de Mons. Il y aura donc d'énormes difficultés pour le retour en ce qui concerne les nafteurs. Et dans notre édition de 19h30, eh bien, nous ferons évidemment le point à ce sujet. La CGSP a décidé de soutenir ce mouvement. Le syndicat socialiste a en outre décidé officiellement 48 heures de grève dans les chemins de fer à partir de demain, donc demain mercredi 22h, jusque vendredi 22h. Des perturbations sont encore à prévoir cependant dans le courant de la journée de demain. Vendredi sera bien le sommet de la mobilisation sociale. La FGTB a décidé d'appuyer la grève du secteur public par une journée d'action interprofessionnelle, la grève générale donc. Les chrétiens sont quant à eux divisés devant la perspective de la grève. « 858. La 5. « 4641. La 6. 18. Oui, bravo, remarquable sans faute. Voici le classement de ce match de très grande qualité qui vaut la victoire d'André par 89 à 74. En fait, c'est un petit peu dans le micro-dédale, un petit peu dans mes défis que Janine a perdu. Et elle a très bien terminé, avec une erreur un peu regrettable peut-être dans le défi maths, mais de toute façon, André était très fort sur la fin. Ça. Alors, je vais vous remettre, pardon, Janine, la revue Micro Magazine, ainsi que la montre à quartz, RTBF. Merci. Mais je vous en prie. Bonjour toute la famille Harou. Merci. Et je souhaite bonne chance à André. Ah, c'est très gentil. Merci, Janine. Je crois que la famille peut être fière parce que Janine, vraiment, a été une bonne concurrente. C'est pas André qui va me démentir. Non, non, absolument pas. Alors, André peut nous revenir demain pour jouer pour 4 000 francs s'il le désire. Mais avec grand plaisir. C'est gentil. À demain, André. À demain. Même adresse, même heure. Et puis, voici maintenant la solution de ce rébus qui avait posé problème à nos concurrents ce soir. C'était tout simplement le kaléidoscope. Kaléidoscope, n'est-ce pas? Demain, donc, André Van Gouthem jouera pour 4 000 francs. D'ici là, passez une bonne soirée, une bonne journée demain. Au revoir. Soyez fidèles au rendez-vous. Cette invention à effet magique, le kaléidoscope, donc, permet à 3 gagnants de remporter la montre RTBF que le monde entier nous envie. Ça, je crois que j'avais déjà dit ça, le monde entier nous envie. Enfin bon. Arthur Baudouin de Limal, Evelyne Belli de Bruxelles et Nicole Piedboeuf de Liège. Quel poète. Nous passons aux choses sérieuses maintenant avec le cinéma. Et avec une petite question à 2 sous. Oui. Que pourrait-il y avoir de commun entre un taxi-boy? Savez-vous ce qu'est un taxi-boy? Un taxi-boy, c'est un beau danseur qui excelle dans l'art de la valse ou du tango, qui fréquente l'été dansant ou pour une très modique somme, 5 francs français, 40 francs, offre ses bras aux femmes seules qui fréquentent justement cet été dansant. Donc, qu'y a-t-il de commun entre un taxi-boy, Richard Berry, entre une petite serveuse paumée, Charlotte Valandré, qu'on avait vu dans Rouge Baiser, et entre un flambeur traqué,
Claude Brasseur. Quoi de commun entre ces trois personnages réunis par Alain Page dans son dernier film Taxi Boy? Eh bien, la solitude, un énorme besoin de tendresse et puis aussi un grand besoin de rêver à des lendemains qui chantent mais qui par rapport au quotidien sont tout à fait impossibles. Donc un film tendre, un film d'Alain Page qui était le scénariste de Ciao Pantin, cela vous donne peut-être déjà l'atmosphère de ce nouveau film dont on entend beaucoup. Claude Brasseur, Richard Berry, Charlotte Valandrey, un film d'Alain Page, Taxi Boy. C'est à toi tout ce bordel? Quel bordel? Et Jojo? Qu'est-ce que t'as foutu de Jojo? Quoi, Jojo? Il est pas loin, Jojo. Il se balade, là. Quelque part. Il s'emmerdait dans sa cage, alors moi, j'ai... Ah ouais? C'est lui qui te l'a dit? Jojo? 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 Viens là, mon minou. Jojo? 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 T'as aussi couché ici? Et alors? Allez, salut Jojo. Fini la belle vie, hein. Allez, ciao Rudolf Valentino. Non, non. Merci pour tout. Ça veut dire quoi, tout ça? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous fais chier, merde! T'es là, tu vas, tu viens, tu fais ton numéro, tu donnes des leçons. Mais de quel droit, d'abord? Hein? Qu'est-ce que t'es, finalement? Hein? Qu'est-ce que t'es? Mais regarde-toi, bordel de merde, regarde-toi! Tu t'es regardé? Avec ta valise pourrie? Et tes fringues merdiques? T'as pas un rond, t'as pas de pieux, rien, que dalle. Et en plus, tiens, t'es même pas jeune. Moi, j'ai pas envie de finir avec ta tronche. Hein. J'ai de l'ambition, moi. Je veux réussir, moi, gagner du fric, m'acheter tout ce que je veux. Bagnole, gonzesse, resto, et même un château, tiens, si je peux. Tu parles comme un pauvre. Les pauvres, tu sais, ça fait jamais fortune. Où tu vas? Je t'ai pas foutu dehors? Des moments poignants, mais vous aurez remarqué que ce film est aussi une leçon de vocabulaire choisi. Hein. Ah bien, à propos de vocabulaire, je vous pose une question, Claudine. Oui. Comment mettez-vous loup-garou au féminin? Je ne sais pas, je ne connais pas la réponse. Vous... Louve-garce, non. Louve-garoute. Une louve-garou. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les femmes sont la tendresse personnifiée. Que du contraire. En tout cas, dans le film dont nous allons parler maintenant, qui est Épouvante 2. Alors, après Halloween 3, qui vous avait passé à tous une terrible soirée hier, voici donc Épouvante 2, et nous grimpons encore dans le macabre et l'épouvante. Carré blanc. Oui. Et cette cassette vient de sortir chez Torny & Maille, elle est distribuée par TES. Alors, eh bien, le film Hurlement 1 ayant connu un très très grand succès il y a quelques années, il a été décidé de tourner donc un Épouvante 2. Ce n'est pas vraiment la suite du premier, mais on y retrouve la même atmosphère, la même ambiance. C'est un film qui est truffé d'effets spéciaux très réussis, il y a un brin d'érotisme, et puis l'histoire balance entre la volonté de faire peur et celle de faire rire aussi. L'héroïne du film est une louve-garou, donc, qui s'appelle Striba, et qui, à l'occasion de son anniversaire, elle a quelques centaines d'années, décide de convier d'autres membres de sa congrégation. Je parie qu'elle est jeune et belle, malgré ses 100 ans. Nous allons le voir, certainement. Il faut noter dans la distribution la présence de Christopher Lee. Vous vous souvenez, il jouait Dracula, oui, mais là, il a changé de camp, il n'est plus vampire, il les chasse.
Voilà, alors, oui, tout à fait. Je rectifie, le titre, vous l'avez vu sur votre écran, là je ne me trompe pas, c'est Hurlement 2, non pas Épouvante.